Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui c'est un test un petit peu spécial, c'est pas un test conso comme on fait d'habitude. Pourquoi? Premièrement parce que Alex n'est pas là, il est en vacances, profites-en bien. Et deuxièmement, en fait, on essaye aujourd'hui une Polestar 2 avec autonomie standard 2 roues motrices, mais c'est une vieille version, c'est une version traction qui n'existe plus. Maintenant elle a été remplacée par une version propulsion avec les roues arrière qui poussent. Et cette nouvelle version, elle est plus efficiente, donc on va pas faire un test conso de la version traction, ça n'a vraiment pas de sens. On va juste se balader avec et on va voir un peu ce que cette Polestar vaut au niveau électrique. Donc je vous fais une rapide présentation. Donc Polestar 2, autonomie standard, un moteur, autonomie WLTP de 445 km pour une batterie de 67 kWh utile, chimie NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Donc c'est une 2 roues motrices, traction, jante 19 pouces. À noter qu'elle est montée avec des pneus Cross Climate qui sont vraiment horribles. Elle fait 170 kW, donc 231 chevaux. Au niveau du couple, on est à 330 Nm. Le 0 à 100 est plié en 7 secondes 4. Pas mal. Et la vitesse max est de 160 km/h. Attention, la version propulsion qui est en vente actuellement pour nos amis belges, suisses, etc. En France, c'est pas encore disponible. Elle est beaucoup plus puissante. Elle fait 200 kW, donc 272 chevaux, 490 Nm de couple et le 0 à 100 plié en 6 secondes 4. C'est vraiment plus puissant. Et elle monte jusqu'à 210 km/h, c'est énorme. Au niveau du poids, on est à 2 tonnes. 2 tonnes et 13 kg. Bon, c'est un petit peu lourd. Et au niveau de la recharge, en AC, on est à 11 kW, en DC on est à 130 kW. Et là il y a un truc bizarre, sur le site EV Database, cette version, l'ancienne en traction, elle rechargerait le 1080 en 25 minutes, alors que la nouvelle en 1080, elle rechargerait en 35 minutes. Donc on va faire une recharge tout à l'heure, on va vérifier tout ça, mais 25 ou 35, pas du tout pareil. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Instagram, c'est là, on parle de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prépare. Vous êtes au courant avant tout le monde des actualités de la chaîne EV, donc n'hésitez pas, Instagram. Et c'est aussi le seul moyen de nous contacter finalement, parce qu'il n'y a pas de messagerie sur YouTube, malheureusement. Donc avant de commencer, on va faire un petit tour en se basant uniquement sur les parties électriques. Nous, on va voir si au niveau électrique, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est les spécificités d'une voiture électrique? Et bien, c'est souvent qu'il y a plus d'espace de rangement. Des coffres, des trunks, des frunks. On va regarder ça. Donc là, à l'avant, c'est pas mal. On a un frunk. Alors le frunk, il n'est pas très grand, mais il est plus grand que la moyenne des autres voitures, on va dire. Mais il reste un petit peu en deçà de ce que fait Tesla. Néanmoins, on peut ranger des câbles. On ne peut pas mettre, par exemple, un bagage cabine. Non. Bon. Et comme chez Tesla, tout est habillé. Il y a juste ici une petite trappe pour mettre le liquide lave-glace. C'est pas mal. Après, l'ouverture, elle est à l'ancienne. Ouverture à l'intérieur, petit crochet déverrouillé. Bon. Allez, on passe à l'arrière. À l'arrière, coffre électrique de vérin, hein, et surtout un hayon, mais ça fait plaisir. Donc le coffre, il n'est pas très grand. On a vu avec French Safety Golf qu'un sac de golf ne rentre pas dedans. Ça, c'est dommage. Bon, après, il y a deux particularités très sympas. Premièrement, il y a une trappe à ski là-bas. Ça, c'est cool. Et deuxièmement, il y a un sous-coffre ici, un peu comme dans une Tesla. Alors là encore, il est moins grand que chez Tesla, mais il a le mérite d'exister. On peut ranger vraiment pas mal de trucs dessous. Et c'est quand même cool. Et il y a un truc un petit peu cool aussi, c'est ça. Cette petite tablette là qu'on peut lever et qui va séparer le coffre en deux. Donc on va pouvoir stocker des trucs derrière et des trucs devant. On va pouvoir accrocher avec des machins là. Bon, je suis pas hyper sûr que ça soit vraiment très intéressant cette histoire. Mais ça a le mérite d'exister, alors on va pas critiquer quoi. Et on a deux boutons pour fermer le coffre, un normal et un qui va en plus verrouiller la voiture. Ça c'est cool. Donc là, comparé à la Model 3, on voit bien qu'il y a des avantages quand même. Il y a des choses que la Model 3 n'a pas. Au niveau du port de charge, c'est manuel. On a ici le T2, en dessous le petit cache pour le CCS. Donc ça, c'est plutôt pas mal, enfin c'est normal on va dire. Et on a un petit bouton ici pour déverrouiller la prise. Ça c'est super pratique, c'est-à-dire qu'en gros, quand la voiture charge, le câble est verrouillé pour pas qu'on vous le vole. Et si vous ouvrez la voiture, vous appuyez sur le bouton, ça déverrouille la prise, vous pouvez sortir le câble quoi qu'il arrive. Ça c'est bien, parce qu'il y a des bornes, on sait qu'on peut rester bloqué des fois. Et puis, il y a des capteurs ultrasons. Faire des créneaux. Je dis ça, je dis rien. Bon, je vous propose de monter à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est un petit trajet urbain, extra-urbain. Et ensuite, on va faire un petit peu d'autoroute. On va mesurer les consos. Même si on ne va pas faire rentrer la voiture dans nos classements parce que ça ne correspond pas à notre protocole. Il n'y a pas la Ioniq 28 à côté pour comparer. Et encore une fois, ce n'est pas la version la plus efficiente et elle est plus produite. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Allez, hop. Donc, on est à bord de la Polestar 2. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Déjà, c'est très élégant, moi je trouve. C'est quand même très joli.
La tablette est posée de façon plutôt bien intégrée, je trouve ça joli. Enfin, de toute façon, chacun se fera son avis là-dessus. En tout cas, les matériaux ici, c'est du tissu, c'est du tissu. Là, par contre, c'est un matériau un peu dur ici. Ici, c'est moussé. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais si vous regardez cette vidéo en ne connaissant pas la chaîne, je roule en Tesla Model 3 à l'année, depuis 2 ans. Et la Polestar 2 est clairement la concurrente de la Model 3, donc on va beaucoup comparer ces deux voitures, peut-être parfois aussi avec la BMW i4. Mais la première chose qui choque par rapport à la Tesla Model 3, c'est l'écran ici. Et l'écran ici, il est plutôt pas mal parce que, eh ben, on a le GPS à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qui permet de suivre la route et de regarder le GPS en même temps, de ne pas être obligé de regarder l'écran central. Ça, c'est plutôt pas mal. On a ici tout ce qui est vitesse et régulateur de vitesse. Ici, l'indicateur d'énergie. Et en bas, tout ce qui est conduite autonome de niveau 2, que moi, je vais appeler autopilote. On va pas détailler tout le système, hein. Il y a des vidéos qui feront ça mieux que nous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas mal. L'avantage par rapport à, par exemple, Tesla ou BMW, c'est qu'il y a des applis, il y en a beaucoup. On peut télécharger un petit peu tout ce qu'on veut. Moi, j'ai téléchargé des jeux, j'ai téléchargé un browser pour pouvoir naviguer sur Internet, aller sur Netflix, YouTube, etc. Je ne sais pas si on peut aller sur Netflix sur Vivaldi. Bref, il y a Spotify, on peut télécharger des podcasts, on a les radios, etc. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt complet. Par contre, au niveau ergonomie, c'est pas ouf. La page d'accueil, c'est ça. Donc, on peut télécharger Waze, attention. Ça, c'est très sympa. On peut utiliser Waze dans la Polestar. Ça, c'est cool. Il y a Apple CarPlay, mais il n'y a pas Android Auto. Pourquoi? Je sais pas. Le système, c'est Android Automotive. Donc, peut-être que Polestar s'est dit, bah, vu que le système, c'est Android, ça sert à rien de mettre une surcouche Android par-dessus. Bon, il y a quand même moins d'applis sur Android Automotive que sur Android Auto. Les possesseurs de Polestar qui ont un téléphone Android seront lésés. Il y a un truc qui est très très drôle, enfin non, c'est pas drôle parce que vous n'allez pas vraiment rigoler, ou si vous rigolez à ça, c'est que vous êtes vraiment chelou. Les rétroviseurs extérieurs, ils ont une bordure super fine. Et ce qui est drôle, c'est que quand on les règle, eh ben, c'est pas la vitre qui bouge, c'est tout le rétro. Ça, c'est drôle. Et il y a un truc qui est incroyable, c'est que le rétro ne fait absolument pas de bruit comparé aux autres. Bon, je sais pas si c'est vraiment un avantage. Est-ce que vous achèteriez cette voiture parce que les rétros font pas de bruit? Je ne crois pas. Le levier de vitesse, il est ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se mettre un petit peu en condition comme on fait d'habitude. C'est-à-dire, je mets la clim à 22 degrés. Il fait 27 dehors. Je vais fermer la fenêtre, du coup. Le sélecteur de vitesse, entre guillemets, pour passer la marche avant, la marche arrière, etc. C'est ici. C'est plutôt bien. Marche arrière, marche avant. C'est moins bien qu'un sélecteur ici, mais c'est mieux qu'un sélecteur à l'écran. Non? Bon. Allez, on est parti. Tiens, je vais remettre les consos à 0. Ok. Je trouve que l'ergonomie générale des systèmes, c'est pas génial. C'est dommage parce que ça comble plein d'inconvénients de Tesla, mais dans l'expérience, bah, je sais pas si c'est bien. Donc avant de partir, je vous montre quand même les réglages, c'est important. Donc on a des réglages, c'est un peu comme chez Tesla. Hein. On a la sensation du volant, donc on peut dire si on veut un volant plutôt léger, standard ou résistant. En bas, on a tout ce qui est régène. Donc vitesse extra lente, c'est le rampage. Donc si tu mets on, tu es en rampage. Sinon, en bas, tu as les réglages de One Pedal Drive. Donc tu peux désactiver le One Pedal Drive, le mettre en faible ou standard. En gros, la diff, c'est que ça sera entre faible et standard, ça sera toujours du One Pedal, c'est-à-dire que la voiture va jusqu'à l'arrêt quand tu lâches l'accélérateur. Donc ça, c'est génial. Et tu as deux forces de régène, une plutôt faible, une plutôt standard. Et la force de régène standard, elle est énorme. Franchement, ça régène très fort. Et ce qui est très agréable, et ça c'est mieux que chez son concurrent américain, c'est que quand tu lâches le pied, ça régène en douceur. C'est-à-dire que ça ne va pas tout de suite régénérer fort. Régénérer fort. Ça va régénérer un petit peu et de plus en plus fort. Et là, au bout d'un moment, la décélération, elle est franchement forte. Et du coup, tu peux vraiment conduire sans jamais toucher la pédale de frein. Sauf évidemment cas extrême d'urgence. Donc c'est plutôt pas mal. Eh mais t'es là en fait toi? Mais je t'avais pas vu, fallait dire que t'étais là. Mais t'es rentré de vacances. Mais préviens-moi putain. Au niveau de la sensibilité de la pédale, j'ai toujours dit que Tesla c'était les meilleurs. C'est ceux qui arrivaient à donner la meilleure sensibilité de la pédale. On peut faire des manœuvres tranquillement sans que la voiture bondisse, etc. Et bien chez Volvo c'est presque encore mieux. Donc tu as One Pedal en marche avant, One Pedal en marche arrière. Quand tu mets le One Pedal, tu l'as tout le temps. Donc ça c'est rare quand même. Et là pareil, tu peux faire des manœuvres tranquillement. La voiture répond bien. C'est un vrai bonheur. Ça ressemble énormément, vraiment à la conduite, à une Tesla Model 3 Model Y. Donc ça, c'est vraiment un très bon point pour Volvo. Donc, est-ce qu'on a de la régène quand on est à 100%? Oui. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Et ça, je sais que la régène à 100%, Alex, hein, c'est important pour toi. Hein, c'est marrant, il parle pas, c'est pas normal.
Avoir un Alex dans la voiture qui parle pas, ça change. Au niveau du freinage, quand on freine, il y a de la régène. C'est-à-dire que si je lâche le pied d'accélérateur, hop, on voit l'indicateur qui régène. Et si j'appuie sur le frein, boum, la régène augmente. C'est-à-dire qu'il y a de la régène sur l'appui de la pédale de frein. Mais la transition entre régène et disque, elle est bonne. La pédale de frein est hyper facile à doser, c'est très agréable. Bon, au niveau de l'habitacle, confort des sièges, on est plutôt sur du tout dur. Au niveau du confort de suspension, c'est pas mal. C'est un peu plus souple qu'une Tesla. Après, c'est pas non plus une Citroën. Alors, il y a un truc dans l'habitacle qui change beaucoup par rapport à une Model 3. C'est qu'on est beaucoup plus engoncé. On a beaucoup moins de place là pour les jambes, même si ça reste hyper correct. Surtout que là, c'est évidé. Ici, là, en gros, c'est évidé. Ce qui fait que la jambe elle passe en dessous, donc c'est pas gênant. Par contre, on a plus de place que dans une BM i4, par exemple. Là, le pied gauche, je laisse souvent genre ici, et dans une i4, eh ben, j'ai la main qui touche ici. Donc là, c'est quand même plus spacieux. On a une console de malade là sur le début, mais j'avais pas mis la clim, alors peut-être que ça joue. Alors, ce qui est bien dans cette Polestar aussi, c'est qu'on a un GPS intégré, mais ce GPS intégré, c'est Google Maps. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu fais ça, Maps. Alors, tu vois, le menu, il est pas fun, quoi. Je trouve que l'intégration d'Android Automotive chez Renault sur la Mégane est 100 fois meilleure. Donc, on a accès à tous les avantages de Google Maps, les stations de recharge, les restos, les machins. Et surtout, le gros avantage d'Android Automotive, c'est Google Assistant. C'est incroyable, Google Assistant, par rapport à l'assistant de la Tesla Model 3. Tu peux lui demander des trucs de dingue. À quelle heure ferme Auchan à Biganos? Auchan Hypermarché Facture Biganos, situé lieu-dit Facture, 31 rue des Fonderies, est ouverte aujourd'hui de 8h à 21h. Voilà, ça c'est bien par exemple. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Et du coup, on peut commander le GPS à la voix. On peut même lui dire d'appeler des gens qui ne sont pas dans notre répertoire. Un exemple. Appelle la mairie de la Teste de Buch. J'appelle mairie de la Teste de Buch. Est-ce que Tesla sait faire ça? Je ne crois pas. Par contre, il faut que je raccroche. Après, au niveau du système, il manque pas mal de trucs. Il manque par exemple les écrans de consommation que Tesla peut offrir, qui sont vraiment hyper pertinents. Là, comment dire, on n'a vraiment pas grand-chose. Évidemment, on peut limiter la charge à 80, 90%, 100%, bref. Ça, c'est plutôt cool. On a quand même un peu tout ce qu'il faut dans une voiture, tout ce qu'on a dans les voitures en général, mais il manque 2-3 trucs au système Android Automotive, en tout cas dans la Polestar, pour que ça soit super cool. Est-ce que c'est bien d'utiliser le mot super cool? Bref, donc là notre voiture elle est équipée de toutes les aides à la conduite normale, régulateur adaptatif, lane assist, etc. Conduite autonome de niveau 2. On en reparlera après quand on sera sur l'autoroute. J'ai les sièges chauffants avant-arrière avec des commandes à l'arrière pour lancer les sièges chauffants pour les passagers arrière. C'est bien pensé ça, hein? Cela dit, maintenant la Tesla Model 3 a carrément un écran où tu peux regarder YouTube à l'arrière. La Polestar est moins bien. Au niveau des profils, ça c'est vraiment un avantage certain d'une Tesla Model 3. On peut créer des profils sur la voiture, donc avoir son expérience personnalisée, ses réglages personnalisés, mais si les sièges sont bien électriques à l'avant, c'est pas lié. En tout cas, tu as quand même ici les deux boutons mémoire 1, mémoire 2, tu vois, comme sur les voitures traditionnelles, on va dire. Donc, est-ce que ça règle les sièges quand même? Est-ce que ça prend le dessus ou pas? J'ai pas eu le temps d'essayer, je suis vraiment une grosse merde. Bon, là, on a bien roulé quand même. On a parcouru 25 km en trajet urbain et un petit peu extra-urbain, moyenne de 39 km/h. Et la conso, eh ben, elle est pas dégueu. Je vous la donne tout à l'heure quand on va s'arrêter, mais la conso, elle est vraiment pas dégueu. Là, il fait 27 degrés, il commence à faire un peu chaud. Et là, on rentre dans les mêmes problématiques, j'ai envie de dire, que la Tesla Model 3. La Polestar 2 partage un défaut énorme avec la Tesla Model 3. C'est un grand toit en verre non occultant. Pas de vélum, rien. Donc, cuisson garantie. Donc, tu es une merguez sur un grill en été. Ça, c'est vraiment dommage. Faut arrêter cette mode. Je sais que c'est beau. Je sais que ça fait plaisir. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ça, peut-être. Mais mettez un vélum au moins. Ou je sais pas, faites quelque chose. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Et le deuxième énorme défaut de la Polestar 2, pour le coup, c'est son énorme tunnel central arrière. On se demande qu'est-ce qu'il fout là, parce que c'est une voiture qui existe qu'en électrique. Mais bon, c'est une voiture qui partage sa plateforme avec la XC40 par exemple, qui elle est multi-énergie. Et du coup,
Bah voilà, si tu as 3 enfants dans cette voiture, ça va pas être possible. Le troisième, soit il met ses pieds sur le tunnel, il a les genoux au niveau des gencives, soit il met les pieds de chaque côté, il gêne tout le monde. Tu es constructeur, tu veux savoir? Les voitures électriques, on veut des planchers plats. Voilà, on veut pas de tunnel, c'est pas possible. Allez, ben on arrive à la fin de notre petit trajet urbain, extra-urbain. Et ben je vous le dis, je m'attendais à une conso toute pourrie. Et ben elle est pas toute pourrite, du tout. Elle est plutôt pas mal. Hop. La consommation sur nos 25 km, eh bien, elle est de 12,4 kWh au 100. Eh, écoutez, c'est pas mal quand même. On a fait 25,7 km, 12,4 kWh au 100, 41 minutes à 39 km/h de moyenne. Eh, franchement, ça va. Mais maintenant, on va prendre l'autoroute. Et là, ça va peut-être pas aller. À tout de suite. Tiens, un truc à noter, c'est que quand on appuie sur P pour mettre la voiture en parking, eh ben, ça sert les freins de parking. C'est bien fait. Allez, on part sur l'autoroute. Hop, on peut regarder ici. Regardez si c'est beau. Une caméra 360. Elle est plutôt pas mal. Et on peut choisir les angles de vue qu'on veut. Hop, on vient en 360 la gauche. On vient en 360 l'avant. On vient en 360 l'arrière. La définition des caméras, elle n'est pas folle. Mais néanmoins, ça fait le job. Oh! On peut activer ou désactiver le frein automatique arrière. Non, je veux le garder. Ça, c'est génial, ça. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on mettait P, ça mettait le frein de parking automatique. Moi, j'adore. J'ai reçu une fois un message de quelqu'un qui me disait « Moi, j'aime pas les voitures qui mettent le frein de parking automatique parce que parfois, ça peut gripper sur le disque. Quand on repart, eh ben, c'est grippé, c'est pas terrible. » Et ben là, on peut choisir si on veut que ce soit activé ou non. Que ça se mette automatiquement ou non. C'est génial. Allez, je remets la conso à 0. Allez, c'est parti pour un petit bout d'autoroute. Alors, cette voiture, c'est une traction, mais ça n'existe plus aujourd'hui. C'est des propulsions que Polestar vend. En traction, franchement, les voitures électriques, c'est pas terrible. Ça a beaucoup de couple, beaucoup de puissance. Et donc, les roues avant, en général, elles ne suivent pas. Ça donne des sensations désagréables dans le volant. Donc, non. Alors, la voiture, elle n'est pas très silencieuse. Je ne vais pas dire que c'est bruyant, mais c'est pas très silencieux quand même. On se cale à 130 et on va rouler à 130. Donc, le chiffre de conso qu'on va vous donner là, enfin que je vais vous donner parce que... Ah bah non, mais non, il y a Alex, je suis bête. Ah, mais tu parles pas aussi, je t'oublie. Eh ben, il est calé sur la vitesse de 130 km/h. Donc, la voiture est équipée d'un régulateur adaptatif. Donc, régulateur adaptatif, c'est des régulateurs de vitesse. Tu dis que tu veux rouler à 130, ça roule à 130. Adaptatif, ça veut dire que s'il y a une voiture devant toi qui roule à 110, ta voiture elle va ralentir pour être à 110 derrière elle. Et avec les deux boutons qui sont ici, tu vas gérer la distance. Le régulateur, il est complètement normal, c'est-à-dire c'est un régulateur de base, c'est-à-dire tu lances et ensuite tu fais plus-moins pour régler la vitesse. La voiture lit les panneaux, donc là elle me dit qu'on peut rouler à 130. Enfin, je ne sais pas si elle lit les panneaux ou si elle se base sur le GPS, mais en tout cas, elle me dit qu'on peut rouler à 130. Mais si ça passe à 110, il n'y aura aucun moyen de corréler la vitesse du régulateur adaptatif à la vitesse qu'elle lit au panneau. Il faut le faire toi-même à la main. Et ça, c'est dommage. Pareil, la voiture ne s'adapte pas au tracé de la route. C'est-à-dire que s'il y a un rond-point, le régulateur adaptatif, s'il est calé à 90, il va passer le rond-point à 90. Alors que, par exemple, une Mégane, elle va ralentir en arrivant dans le rond-point. Ça, c'est bien. Sinon, à part ça, le régulateur, il est vraiment top. C'est-à-dire que si tu es coincé derrière un camion, que tu mets ton clignotant pour doubler, la voiture accélère. Pas besoin de mettre le pied sur l'accélérateur, donc ça marche très très bien. Tiens, bah là on va faire un bel essai, regarde. On est coincé par une Dacia Logi qui roule à 96. Allez, je mets le clignotant, boum, ça accélère. On est à 100, 110, 120. Voilà, on a fait une accélération normale, ni de dragster, ni de papy, j'allais dire, mais il y a des papys qui roulent vite. Maintenant, on va parler du lane assist, donc de ce qui permet à la voiture de rester entre les voies sans que tu fasses rien en fait. Donc, une fois que tu as lancé le régulateur, tu appuies sur le bouton de droite, boum, ça enclenche le volant. Et bon, là, c'est pas le truc le plus impressionnant de la voiture. On n'est pas dans une Tesla, là, clairement. On n'est pas dans un rail. Ça bouge un peu au niveau du volant, et ça reste quand même carrément confortable. Par contre, ce qui est bien avec ce lane assist, c'est que si tu doubles, il ne se désactive pas. C'est-à-dire là, il est grisé parce qu'il est désactivé, par exemple, et dès qu'il retrouve ses lignes, ou dès que tu enlèves le clignotant, boum, il se remet en marche. Tu n'as pas besoin de le relancer à chaque fois. Ça serait con quand même de faire un lane assist qu'il faut relancer à chaque fois, je trouve. Mais bon, il n'y a pas de changement de voie automatique, tu changes les voies à la main, mais bon, je crois que tout le monde s'en fout du changement de voie automatique. Alors, Julien, de Simplement Julien, et Didier de Mac Forever m'ont dit que la Polestar, pour eux, c'était un enfer parce qu'elle sonnait tout le temps. Donc en fait, on va le faire. Je ne vais pas toucher le volant. Quand on ne touche plus au volant, à un moment, il passe en orange. Il y a marqué tenir le volant.
Et au bout d'un moment, si tu touches toujours pas le volant, ça sonne. Et c'est juste un petit bip comme ça. C'est pas violent, c'est pas chiant, c'est pas une alerte. Et moi, je trouve ça pas mal en fait. Parce que vu que malheureusement sur cette voiture, il n'y a pas de volant capacitif, si tu es sur une ligne droite sur autoroute et que tu bouges pas du tout ton volant, au bout d'un moment, effectivement, ça peut sonner. Mais c'est juste un petit bip qui fait bip, tu bouges le volant, c'est terminé. Moi, je trouve pas ça gênant. Sur tous les kilomètres d'autoroute que j'ai fait avec la voiture, bon, j'en ai pas fait énormément, mais un petit peu, ça n'a pas beaucoup sonné. Et en tout cas, je trouve ça moins stressant que de toujours voir la lumière bleue de la Tesla clignoter, te disant qu'il faut bouger rapidement. Parce que si tu bouges pas rapidement, tu vas être puni. Là, t'es pas puni, ça sonne, tu bouges le volant, nickel, tout va bien. Et encore une fois, c'est pas une alarme, c'est un petit bip. Bon, vu qu'on est sur l'autoroute, on va enchaîner avec les longs trajets. Donc, pour faire un long trajet convenablement avec une voiture électrique, il faut une voiture électrique qui consomme pas trop, qui a une autonomie donc raisonnable et qui charge vite. Au niveau de la conso, on va voir. On n'est qu'au début, pour l'instant, c'est pas terrible. Pour ce qui est de la recharge, alors là, j'ai pas très bien compris. La version dans laquelle on est sur Revue Database, elle est donnée pour 27 minutes. Enfin, je sais plus combien j'ai noté, 25, 26. Ce qui est vachement bien, 26 minutes, c'est super bien. Mais la version qui est en vente actuellement, la propulsion, elle est donnée pour 35 minutes. Et 35 minutes, c'est trop long. Je sais que toi, Alex, vas-y, dis-le. Bah, il n'ose pas. Nous, on considère qu'au-delà de 30 minutes, tu commences à attendre ta voiture et que 35 minutes, bon, voilà, c'est un peu long. Bon, à la fin de ce test, on va faire une petite charge sur une borne rapide à Bordeaux. Je ne sais pas combien de pourcents on sera, je ne pense pas qu'on sera à 10, mais ça permettra quand même de se faire une petite opinion. Par contre, sur cette voiture, comme sur la Mégane, on a le planificateur Android Automotive. Donc on peut lancer à la voie un trajet et la voiture va nous créer un itinéraire avec les différentes stations de recharge. Donc on va tester. Aller à Paris. Voilà. Donc là il nous a fait le trajet. Un premier arrêt je ne sais où à Bordeaux. Un arrêt ensuite à Niort. Puis, alors attends, est-ce qu'on peut voir le détail du trajet? Ouais. Donc on s'arrête à Lormont chez un Total Energy. Total Energy ensuite à Vouillé. Ensuite un Alterbase Sorégie. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Et encore un Total Energy. Et on arrive à Paris. Donc 4 arrêts pour monter à Paris, sachant qu'on est à 55% et on est dans le sens inverse de Paris. Bon, alors on l'a déjà testé, il est pas mal. Il n'est pas hyper flex. On peut quand même sélectionner plus ou moins des réseaux de charge. On peut faire pas mal de trucs. On peut pas vraiment régler les pourcentages qu'on veut à l'arrivée. Bon, en fait, là, je peux pas toucher au filtre VE parce que je roule, ce qui est un peu bête. En tout cas, il y a un planificateur d'itinéraire dans cette voiture. Le planificateur d'itinéraire, c'est Google et on sait que au niveau justesse, c'est quand même pas mal. Donc, on peut prendre la route avec cette voiture sans prise de tête. Hein, Alex? Mais tu ne parles jamais. Aussi, il y a un truc qui est très sympa, c'est que quand vous dites que vous voulez aller à une destination dans le GPS et que la voiture peut y aller sans recharger, la voiture va vous dire à combien de pourcents vous allez arriver. Ça, c'est hyper bien. Ça, c'est vraiment la base. Les voitures électriques qui n'ont pas cette option, c'est vraiment chiant. Parce que pour le coup, on sait vraiment à combien on va arriver. On sait si on peut prendre le risque d'y aller sans recharger ou si c'est vraiment mieux de recharger. Et en plus, Google est plutôt précis. Alors, j'ai entendu 2-3 personnes me dire que parfois, bon, voilà. Mais non, c'est plutôt pas mal quand même. Donc, très bien. Alors, il y a aussi un moteur de recherche de borne. Tiens, vas-y. Allez à Biarritz. Donc, ok. Je vire les arrêts recharge. Ok, je fais démarrer. Donc là, il me fait aller à Biarritz et il me propose plusieurs stations pour recharger, par exemple. Donc, j'ai une Mobiv. Oh là là, non mais arrête tes conneries. Et une Fresh Mile qui n'est pas du tout sur le trajet. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, c'est pas terrible. Là, par exemple, il me dit que j'arrive à Biarritz avec 5% de batterie. Je peux pas chercher une borne là, sans déconner? Ah si, rechercher ici, hop, borne de chargement. Et là, encore une fois, il me donne... il m'en a donné une autre. Mobiv et Allego. Bref, c'est quand même une voiture qui est capable de faire des longs trajets. Je pense que niveau autonomie, c'est suffisant. Il y a un planificateur d'itinéraire pour ceux qui ont un petit peu peur. Il y a le pourcentage batterie à l'arrivée, ce qui permet quand même de savoir exactement où on va. Ça libère d'une charge mentale, donc ça c'est vraiment positif. Bon écoutez, on arrive à la fin de notre petit trajet autoroute, un trajet différent de celui qu'on fait en Ioniq 28 Challenge d'habitude. Ça n'a pas très bien roulé, mais on a quand même fait un petit 120 km/h de moyenne, donc c'est plutôt positif. Et bah la conso, c'est pas si mal. Donc, on a fait 72,2 km sur l'autoroute à 120 km/h de moyenne. Ça a duré 37 minutes et la voiture a consommé 19,8 kWh au 100.
Allez, je fais juste une petite pause dans cette vidéo pour vous dire qu'avec cette consommation de 19,8 kWh au 100, l'autonomie sur autoroute de notre Polestar 2 serait de 338 km de 100% à 0%, mais surtout de 237 km de 90%, c'est-à-dire entre deux bornes. Et qu'en partant sur un temps de charge de 25 minutes, la Polestar 2 mettrait 10h12 à parcourir 1000 km, ce qui la placerait dans notre classement en 10e position, juste en dessous de la Tesla Model 3 SR+, et au-dessus de la Volkswagen ID4 et de la Tesla Model Y Propulsion. Allez, on reprend la vidéo. Déjà, elle est montée avec des pneus Cross Climate, je pense que c'est pas terrible. Deuxièmement, je rappelle que c'est une version 2 roues motrices traction et que la version propulsion qui est disponible aujourd'hui est plus efficiente. Donc ça veut dire que peut-être vous pouvez encore faire tomber la conso, peut-être dans les 18. Moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Je trouve que c'est une bonne routière. Ça consomme un petit peu trop, effectivement, surtout pour une berline. On a vu pire. La XC40, c'était 24. Écoutez, moi, j'aime beaucoup cette voiture. Je trouve qu'elle n'a pas la connectivité, la technologie d'une Tesla Model 3, très clairement. Par contre, elle a très clairement son agrément de conduite. Les aides à la conduite sont moins performantes. En tout cas, le lane assist est moins performant, mais beaucoup moins chiant à utiliser sur l'autoroute. Le régulateur adaptatif, alors là, il est 100 fois mieux que celui de la Model 3. Il y a un hayon, il y a un gros tunnel central, le système, il est moins bien, il y a un écran là, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Il y a aussi le fait de rouler avec une voiture que personne n'a, en tout cas, beaucoup moins de gens ont sur les routes. Moi, personnellement, j'ai touché mon micro, donc ça va être dégueulasse. Je suis plutôt convaincu, je suis plutôt surpris et j'aime vraiment beaucoup cette voiture, même si l'idéal sera un mix entre une Model 3 et une Polestar 2, forcément pour faire de la route. Mais je trouve ça vraiment quand même très très bien. Et on va demander à Alex ce qu'il en pense. Je suis assez d'accord avec ça. Ce que je vous propose maintenant, je ne sais pas si tu vas être d'accord Alex, c'est d'aller la mettre en charge sur une borne rapide. Donc là on est à 39%, je vais essayer de rouler encore pour la faire descendre au moins à 20. Et on va aller se mettre chez Electra près de Bordeaux pour la charger. Et puis on verra un petit peu combien elle prend et combien de temps ça dure. Et après, bah voilà, je la ramène au loueur. Donc allez, allons la charger. Allez, on est reparti sur l'autoroute et on va tenter une expérience sympathique. Enfin, j'espère. Donc l'expérience sympathique qu'on va tester, c'est qu'on va essayer de réserver une borne chez Electra directement depuis la voiture. Ça, c'est possible avec l'appli Electra installée sur le téléphone et Apple CarPlay. Donc là, on a l'appli Electra, on lance. On clique sur réserver une borne. Alors qu'est-ce que ça nous propose? Celle-là, elle est pas mal là. C'est quoi ça? Pessac. Allez, on va se charger à Pessac. Réserver. Ok, réservation confirmée. Place 2 pour 13h10. Il est midi 44. Ouvrir le GPS. Ah, malheureusement, ça envoie sur le GPS d'Apple CarPlay et pas sur le GPS de la voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le GPS de la voiture. Aller à la station de recharge Electra de Pessac. Le lieu Electra station de recharge se trouve à 22 minutes de route de votre position dans une circulation modérée. Alors là, c'est intéressant parce que Google a vraiment repéré que c'était un chargeur. Donc démarrer. Ok, on est parti. On est à 28% de batterie et le GPS nous annonce une arrivée à 20%. Donc on va voir si c'est stable. Et donc, si je retourne ici sur Apple CarPlay, sur Electra, il y a la réservation qui est bien faite à la station de recharge en place 2. Donc, c'est parti. Bon, eh bien, on arrive à la station Electra de Pessac. Alors, Electra, c'est sympa. Donc, vous pouvez réserver les bornes. C'est français. Ça se développe partout. Au début, c'était beaucoup sur les parkings d'hôtels, etc. Maintenant, c'est même sur l'autoroute, dans le sud, par exemple. Donc, si vous voulez essayer Electra, il faut télécharger l'appli. Et si vous rentrez le code promo LHNEV pour votre première recharge, vous aurez 30% de réduction sur le prix, qui est déjà plutôt bas. Donc, code promo LHNEV, bim, 30% de réduction sur la première charge. Donc là, quand même, avoir le GPS derrière le volant, c'est absolument magique. On va repasser sur Apple CarPlay, Electra. Donc, c'est la place numéro 2 de l'hôtel première classe. C'est là-bas. Electra m'a dit que j'arriverai à 13h10, il est 13h04. Je suis un peu en avance. Et le planificateur de la Polestar m'avait dit que j'arriverais à 20%. Je suis à 21%. Ah là, elles sont là-bas. Ok. Bah effectivement, c'est libre. Ah,
Ça, c'est cool. Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit écriteau quand on arrive qui dit réservé sur la place numéro 2. Ça, c'est cool. Bon, en même temps, c'était pas très utile de réserver vu que je suis absolument seul. La prise est de ce côté-là, donc on va se mettre en marche avant. Hop. Donc, on prend son petit téléphone. On va lancer l'appli Electra. Je suis arrivé à la place numéro 2. Alors là, il faut scanner le QR code. Il est ici. Bon, là, c'est ma carte bleue, hein. Vous ne devriez pas savoir tout ça. Commencer la recharge. Donc, le prix est de 49 centimes le kilowattheure. Voilà. On ouvre, on enlève le petit cache. Le câble de ces bornes est vraiment énorme. Ce sont des bornes qui prennent 150 kW. Donc, vu que la voiture, elle prend 130, tout va bien. Commencer la recharge. Ça y est, c'est connecté. Autorisation terminée avec succès. Allez, c'est parti. Ça fait beaucoup de bruit. Je sais pas si on voit à l'écran, on voit rien, non? Je suis à 136 kW, je suis déjà remonté à 22%, 137, donc on va faire un 20-80. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est à 139 kW, ok. Ça nous dit que la charge va se terminer à 13h59, mais là, on doit être sur une base de recharge jusqu'à 100%, voilà, limite réglé à 100%. Donc c'est plutôt sympa. Donc la charge a commencé à, on va dire, 13h07. On va laisser... Attends, on va fermer la porte parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Voilà. La charge a commencé à 13h07 et on va voir combien de temps on va mettre pour arriver à 100%. Tiens, c'est marrant, je sais pas si on le voit là, mais on voit qu'on est en charge, il y a tout qui clignote en vert. Donc là, il nous dit que pour arriver à 100%, en gros, c'est dans 50 minutes. En tout cas, on a bien atteint, on est à 140 kW là. On est vraiment, on a la puissance. Donc on va voir combien de temps on va mettre. A tout de suite. Allez, la recharge va toucher à sa fin. On est à 79%. Enfin, elle va pas toucher à sa fin parce que je vais continuer. Je dois arriver chez le loueur à 80%. Donc, il faut que j'aille un peu plus haut. 80. Qu'est-ce qui a fait du bruit cette borne? C'est fou. On a mis 23 minutes pour faire le 20-80%. Et on est encore à 80% à 73 kW. Mais sans déconner, c'est pas si mal. Hop, je coupe cette vidéo juste pour une petite data. Avec 25 minutes pour faire le 10-80, combiné à la consommation de 19,8 kWh au 100 sur l'autoroute, cette Polestar 2 a une vitesse de charge de 569 km/h. Ce qui la placerait en 9e position dans notre classement entre la BMW i4 iDrive 40 et la Tesla Model Y Propulsion. C'est vraiment pas mal. Alors, la nouvelle version est donnée pour un temps de charge de 35 minutes. Donc c'est à tester, mais je comprends pas pourquoi avec a priori la même batterie, on mettrait 10 minutes de plus pour faire un 10-80. Bref, je suis très content. Maintenant, je vais vous expliquer encore une dernière chose avant de conclure cette superbe vidéo. Pas vrai, Alex? Je vais vous expliquer pourquoi un GPS qui te donne ton pourcentage de batterie à l'arrivée, c'est très intéressant. Je dois arriver avec 80% à Mérignac pour rendre la voiture. Donc si je mets aéroport de Bordeaux-Mérignac en destination, hop, le GPS me dit qu'on va arriver avec 79% actuellement à Mérignac. Donc, c'est très simple. Je vais laisser la voiture continuer à charger. Je suis à 82% actuellement, 83%, jusqu'à temps que ce chiffre-là soit genre 82, 83%. Comme ça, je suis sûr d'arriver à Mérignac avec le taux de charge que je souhaite. Voilà, là, on est passé à 80. Donc ça veut dire que si je débranche maintenant, normalement j'arrive dans les 80 prévus à Mérignac. Je vais charger encore un petit peu pour avoir un petit peu de marge. Mais ça, c'est vraiment l'avantage des GPS avec pourcentage à l'arrivée, c'est que c'est hyper facile de savoir où t'en es. C'est hyper facile de viser une destination. C'est hyper facile de ne pas perdre trop de temps à la recharge parce que tu sais très bien à combien tu vas arriver. Donc ça, c'est cool. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est en vous abonnant qu'on a de la crédibilité et donc on peut décrocher des voitures sympas à essayer et les essayer plus longtemps. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce que YouTube, c'est là où on diffuse les vidéos, mais Instagram, c'est là où tout se passe. On ne poste pas des photos de nous en vacances, torse nu, huilé. On poste l'actu automobile et ce qu'on fait, les essais qu'on fait avant de les diffuser sur YouTube, parce que YouTube, ça prend un certain temps, il faut monter les vidéos et puis ensuite on a tout un planning. Mais sur Instagram, vous savez tout de suite tout ce qui se passe. Donc ça, c'est cool. Je remercie Alex d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il n'a pas été très, très causant. D'ailleurs, tu sais quoi? Vu qu'il a été plutôt désagréable à pas trop parler, Alex, je te prends.
et je te laisse ici chez Electra. Voilà. Toutes les prochaines personnes qui viendront charger pourront voir ta petite tête chez Electra. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Dites-le en commentaire. Est-ce que vous arrivez à une borne, il y a la tête d'Alex collée sur la borne. Est-ce que vous avez envie de vous charger ou pas charger? Voilà, on est à 83% à l'arrivée. Vous vous rendez compte, le temps de faire la conclusion, on est déjà à 80. Mais ça charge très vite. On est encore à 61 kW à 86% de batterie. Je trouve ça très bien. Pour conclure, je dirais donc que cette voiture, eh bien, c'est la grande concurrente de la Tesla Model 3. Elle apporte beaucoup de choses en plus. Elle apporte beaucoup de choses en moins. Et puis, elle coûte un peu plus cher, il faut dire la vérité. Enfin, quand la Model 3 n'aura plus le bonus parce qu'elle est construite en Chine, l'écart va quand même se réduire un petit peu. Et voilà. Je vous remercie. Et à la prochaine. Ciao.